Bien, bonjour, bienvenue à toutes et à tous en salle de presse pour notre rendez-vous quotidien en ligne et en direct sur EBS. Nous sommes le lundi 26 octobre, nous avons quelques annonces à vous faire. Avant de passer à vos questions, en fait, nous avons une annonce à vous faire avant de passer à vos questions. Je passe la parole à Balázs en ce qui concerne le programme SURE. Balázs. Oui, merci Eric. Bonjour. Donc, la Commission se félicite du fait que le Conseil a approuvé vendredi un soutien de 504 millions d'euros pour la Hongrie au titre de l'instrument SURE. Au total, le Conseil a déjà approuvé un soutien financier de 87,9 milliards d'euros à 17 États membres sur la base de propositions de la Commission. À part ça, demain, le commissaire Hahn se rendra à la Bourse de Luxembourg où, avec le Premier ministre Bettel, il participera à une cérémonie pour marquer la cotation de la première émission d'obligations sociales EU SURE. La cérémonie sera diffusée en direct sur EBS. Vous trouverez plus d'informations dans notre Daily News. Parfait, merci beaucoup Balázs. Et avec ceci, nous passons à vos questions et je vois que Odile a levé la main. Odile, tu as la parole. Oui, bonjour Eric. Tout d'abord, je voudrais remercier les confrères de religion musulmane avec lesquels on a pu échanger des informations ce week-end, parce qu'ils ont fait gagner pas mal de temps. Et puis, rappeler effectivement que leur religion est une religion de paix et de générosité, de compassion, etc. Mais en même temps, dans les communiqués qui m'ont été transmis d'organisations comme je dois dire en anglais, Islamic Conference, etc., il y a peut-être eu quelques omissions en ce qui concerne effectivement le fait que ce professeur qui a parlé des caricatures, a montré caricatures, avait indiqué aux élèves de confession musulmane qu'ils pouvaient sortir de la challenge. Ça, je n'ai pas vu ça rapporté. Et puis aussi, en ce qui concerne le discours de la Sorbonne, il semble qu'il y a peut-être eu aussi des confusions et concernant concernant le droit d'utiliser caricature et dessin, mais en général. Et est-ce que justement le service du service d'action extérieure, vice-président Borrell, pourrait essayer d'apaiser un peu le débat et il a déjà fait paraître quelque chose, mais être peut-être un peu plus précis. Et puis, il faut raison garder. Finalement, le boycott de fromage français, etc., si c'était les boycotts des avions Rafale, ce serait peut-être plus significatif. Hein. Mais c'est intéressant de savoir comment vous pouvez réagir pour apaiser toute cette situation. Merci Odile pour cette de revenir sur ce débat et ces questions. Je vais passer la parole à Peter puisque tu lui as adressé ta question en ce qui concerne ce que peut faire l'EEAS. Mais de manière générale, ce qui est clair, c'est que la Commission européenne, bien entendu, essaye de mener une action qui, de manière générale, défend les valeurs de l'Union européenne, qui sont en même temps des valeurs liées à la liberté de religion, la liberté de la pratique de la religion, mais aussi la liberté d'expression, et que tout le but de notre action et tout le but, je pense,
des sociétés européennes et de faire en sorte que nous puissions vivre ensemble, vivre en commun, chacun en pratiquant sa religion, mais chacun en respectant la liberté de l'autre de s'exprimer. Tout ceci est dans nos traités, tout ceci est dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et il revient à chacun d'essayer de faire vivre ce traité et de faire vivre cette charte. En ce qui concerne l'action extérieure, je ne sais pas si Peter veut rajouter quelque chose. Merci. Il n'y a pas beaucoup pour ajouter parce que je pense que c'est une chose que le représentant et le service des actions extérieures font toujours dans tous les contacts, dans tous les efforts qu'on a avec les partenaires dans tout le monde. Et c'est renforcer le dialogue, renforcer et soutenir la coopération et aussi en anglais understanding entre les cultures, entre les religions et entre l'Union européenne et les pays partenaires. Merci, Peter. Alors, nous avons ouvert le chapitre Relations extérieures et donc nous allons rester sur ce sujet pour le moment. Donc, gardez votre main levée uniquement si vous avez une question pour Peter sur les relations extérieures. Et je vois que Nawab a levé la main. Nawab. Hello. Yes, you have the floor, Nawab. Actually, it is my question is related with developments in France. This issue has taken an international turn now. And as Odile had mentioned, the Organization of Islamic Conference, Islamic Cooperation, issued a statement last Friday. And they are saying in that statement that the ongoing practice of running satirical caricatures or cartoons depicting the Prophet Muhammad, and they expressed great astonishment, and they said this can be harmful to the Muslim-French relations. And then the same day, the 6-member Gulf Cooperation Council also issued a statement saying that some statements made by France's president Macron as irresponsible, and said that they increase the spread of a culture of hatred between nations and harm the solid ties between France and Islamic nations. Now, in the wider Arab and Muslim world, some trade organizations and supermarkets are calling for a boycott of French products. So are you concerned that these developments might increase tensions not only between France and the wider Muslim world, but also between Europe and the Muslim world? And if I may recall here that the European Court of Human Rights on 25 October 2018, in a similar case, ruled that insulting Islam's Prophet Muhammad is not covered. I repeat, is not covered by freedom of expression. It said that defaming the Prophet goes beyond the permissible limits of an objective debate. So I would like to hear your comments and your views on this. Thank you. Thank you, Nawab. I pass the floor to Peter. Nawab, thank you very much. You raised many aspects, so I will try to address some of those which have this international context or connotation. Well, first of all, I would maybe go again back to what I answered to Odile's question. Our role, our job is in the field of diplomacy is to try to foster atmosphere of understanding and cooperation. That also entails atmosphere of attitude of respect for each other. So listening to each other, taking into account the sensibilities and sensitivities of the partner, and try to find solutions, being engaged in the dialogue, not in a confrontation, not in trading insults. So this is what the EU stands for, and this is what the EU is doing. Now, when it comes to issues of the trade boycott, maybe I would invite my colleague who is dealing with trade issues to tell you the EU position on boycott. But generally, what we are after is
cooperation and dialogue with the partners. This is more called for than ever, because otherwise we will just go down the spiral of accusing each other, of not respecting each other, fomenting tensions, and actually deepening the misunderstandings. And what the world, especially nowadays, needs is to deepen the understanding, mutual respect and understanding. So on the trade aspect, I would leave now the floor to Balázs, or we can go to the later on. I mean, we have very little to say. We have seen, of course, certain calls for boycotts, which we always consider to be regrettable. But as far as we're aware, there has not been any boycott which has been endorsed by any foreign government, and we would leave it at that for the moment. So, apologies. Let's stay on the issue of foreign relations, and in particular on this issue. Are there other questions related to this? I see that Alain, tu as de la main levée, c'est sur ce sujet? Oui, c'est sur ce sujet, oui, effectivement. Je t'en prie, Oui, alors. c'est sur ce sujet. Vas-y. Oui, bonjour tout le monde. J'ai une question sur les propos et sur l'attitude du président Erdogan concernant donc le président Macron. J'ai bien pris note hier de la réaction de Joseph Borrell, du représentant. Je voudrais savoir si ces propos sont le reflet de ce qu'il pense ou sont le reflet de ce qu'il pense après consultation des uns et des autres. J'ai noté que le représentant met en avant après bien sûr avoir qualifié les propos de Erdogan d'inacceptables, sur le fait que le Conseil européen, donc dit-il, contient une offre réelle pour relancer la relation entre les deux blocs, on va dire. Moi, j'aurais peut-être attendu de sa part une condamnation ferme et d'abord peut-être la volonté d'un changement, de demander un changement, et ensuite peut-être dire que tout ça pouvait effectivement se concrétiser par une relance de la relation, etc. Donc cette inversion quelque part des paradigmes me paraît un petit peu presque lénifiante. Donc je voudrais savoir si c'est l'avis du haut représentant ou s'il s'agit de la position des 27 à ce sujet. Et ensuite, j'ai une question supplémentaire. Est-ce que ces derniers développements peuvent modifier l'agenda? On sait que les 27 ont pris rendez-vous pour décembre prochain sur la Turquie. Est-ce que ça peut modifier, accélérer les choses? Voilà, merci. Merci Alain. Je passe la parole à Peter. Merci Alain. Je pense que ma réponse est très simple. Le haut représentant s'est exprimé à base de la position européenne vis-à-vis de la Turquie. Donc, on est toujours en contact régulier avec les partenaires européens et la position, comme publiée par le haut représentant hier sur Twitter, reflète la position européenne. Vous avez noté beaucoup de réactions aussi des pays membres individuels sur les remarques pas acceptables du président Erdogan. Et la position européenne, c'est très clair aussi, la position des 27 pays membres de l'Union européenne, c'est très clairement défini dans les conclusions des derniers conseils, ou des conseils du 1er octobre aussi. Donc, on a répété les expectations de l'Union européenne vis-à-vis de la Turquie, que nous attendons de la Turquie pour pour être capable, pour que nous soyons capables de continuer dans un domaine positif dans notre relation. Mais si on continue avec les provocations, avec les tensions contre l'Union européenne ou les pays membres de l'Union européenne, on doit réfléchir un peu plus sérieusement qu'est-ce qu'on va faire sur cette action et sur cette déclaration. Et sur le timetable des prochains conseils, ce n'est pas pour moi, c'est une décision du président des conseils européens. Alain, tu as une question de suivi.
Oui, merci Peter. Oui, tu dis si on continue avec les provocations, on doit réfléchir. Est-ce que le fait qu'un chef d'État traite le chef d'État d'un État membre de l'Union européenne en gros, de fou, de dérangé mental, est-ce que ce n'est pas une provocation suffisante, donc, aux yeux des 27, c'est ça? Mais, excuse-moi Alain, mais je crois que Peter a répondu. Tu dois poser la question au Conseil européen. C'est cet organisme qui a pris rendez-vous pour rediscuter de la position de l'Union européenne par rapport à la Turquie en fixant une date en décembre. Donc c'est au Conseil européen de décider s'il souhaite continuer à aborder cette question en décembre ou à un autre moment. Nous, bien entendu, nous nous tenons toujours prêts par rapport aux décisions du Conseil européen et nous n'avons pas d'avis, nous n'allons pas émettre d'avis sur cette question ici en salle de presse aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux poser ma question autrement? Tu peux toujours poser une question autrement. D'accord, merci. Est-ce que, donc, parce que Josep Borrell, excuse-moi, enfin, je veux dire, j'entends tout ce que tu dis, mais Josep Borrell n'est pas une potiche. Il est un homme politique, il est un diplomate, il a été ministre des Affaires étrangères. Il connaît quand même ces sujets. Donc, est-ce que Josep Borrell, et là je m'adresse à son porte-parole, donc qui travaille avec lui, a la volonté que cette position des 27 soit rapidement revue, corrigée, voire durcie? Est-ce qu'il a cette envie, cette impulsion, et est-ce qu'il en prend l'initiative? Merci. Merci. Bon, sur ce spécifique aspect, comme je dis, le haut représentant est en contact régulier avec ses partenaires, les ministres des Affaires étrangères des pays membres. Donc, on discute toujours le développement. Et si on sent qu'il y a un accord entre les pays membres, on va changer l'agenda des conseils des affaires étrangères. Nous avons les réunions des conseils des affaires étrangères chaque mois. La prochaine, ce sera en mi-novembre. Donc, bien sûr, s'il y a pays membres qui vont discuter quelque chose, on peut toujours faire une proposition sur l'agenda et le haut représentant aussi fait les suggestions pour l'agenda à base des consultations avec les pays membres. Merci. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Je suppose qu'elles sont sur ce sujet. Je passe la parole à Christian. Oui, c'est un suivi de la question d'Alain. En fait, Peter a répondu. Est-ce que M. Borrell sent que le moment est venu de faire un FAC extraordinaire ou est-ce qu'on peut encore attendre jusqu'à la mi-novembre? Je veux dire que les avertissements à la Turquie se sont multipliés au cours des dernières semaines et qu'on n'a pas vu du tout d'amélioration. Au contraire, on continue dans l'escalade. La prise de position de M. Borrell était assez claire hier. Il a appelé, il a averti contre un risque d'isolement. Donc, je voudrais savoir si effectivement il y a une demande qui a été exprimée par la France ou par d'autres pays de faire avancer l'ordre du jour et de faire un Conseil Affaires étrangères extraordinaire. Et ma deuxième question, en fait, tout but, que ce soit ici à l'Union européenne comme à l'OTAN, où la Turquie pose aussi de sérieux problèmes, sur cette mission de médiation menée par l'Allemagne. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'elle donne, cette médiation? Ça fait plus d'un mois qu'on entend parler d'une médiation allemande et ça fait plus d'un mois qu'on est engagé dans une spirale turque d'affrontements, d'incidents, de reculades, Est-ce qu'elle donne des résultats? Est-ce qu'il serait peut-être pas temps de décider qu'effectivement, il n'y a pas de terrain d'entente et dans ce cas-là, on passe à la vitesse supérieure? Mais là, ça va peut-être un petit peu trop loin. Merci. Peter. Merci Christian. La première question sur le Conseil des affaires étrangères extraordinaire, je ne peux pas exclure rien parce qu'on discute toujours. Les ministres et les hauts représentants sont en contact régulièrement d'une manière quotidienne. S'il y a une demande très forte, s'il y a un agrément entre les pays membres que oui, c'est une chose qui est très importante pour nous et nous devons discuter, peut-être proposer une nouvelle direction
médiation dans notre politique. Donc, le haut représentant est toujours prêt à organiser le conseil extraordinaire, mais dans ce moment, je ne suis pas conscient sur aucune demande et sur aucune intention de convoquer le Conseil des affaires étrangères extraordinaire, mais ça peut changer pendant quelques heures à base de la décision ou de la demande des pays membres aussi. La deuxième question sur la médiation allemande, je pense qu'on doit se diriger à les Allemands pour demander les résultats de leur point de vue, parce que nous disons toujours que nous soutenons les efforts qui ont un objectif de désescalade et de trouver les solutions normales, des solutions dans le cadre de dialogue et coopération. Et nous avons toujours soutenu les collègues allemands dans cet effort. Donc, mais ce n'est pas pour nous pour définir les résultats, c'est plus pour notre collègue allemand. Merci Peter. Je passe la parole à David, toujours sur ce sujet. Oui, merci. J'ai deux questions. La première pour Peter. Est-ce que, à votre avis, donc à l'avis du haut représentant, l'agenda positif est encore sur la table, au-delà de ce qu'a décidé le Conseil européen il y a 24 jours, où les comportements du président turc sont une réponse à votre offre? La deuxième question, c'est pour toi, Eric. Cette commission a été définie par la présidente géopolitique. Et là, ta réponse est, le Conseil européen a décidé le 1er octobre. La prochaine discussion est prévue pour l'instant au mois de décembre. Il y a des choses qui se passent, tu le sais bien, et la présidente a réagi sur Twitter hier, mais vous faites rien. Comment conjuguer, comment faire en sorte que ça fonctionne, cette commission géopolitique, si elle n'est pas capable de réagir à un tel comportement du président turc? Je passe la parole à Peter dans un premier temps. Merci. Sur l'agenda positif, c'est toujours avec les services des commissions européennes. Si on décide quelque chose dans le niveau des présidents, des premiers ministres des pays membres de l'Union européenne, on commence le travail. Donc, le travail sur l'agenda positif, c'est en cours. Et comme on a déjà indiqué le calendrier ou le guide, le timetable, jusqu'à décembre, on travaille pour délivrer jusqu'à cette date à base de la décision du Conseil européen. Donc, le travail des services continue. Et en ce qui concerne ta deuxième question, je dirais que le président turc a fait un certain nombre de commentaires. Ce sont des commentaires. Nous avons réagi de même par notre appréciation, notre jugement sur ces commentaires et notre soutien renouvelé à la France dans ces circonstances. Il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre réaction instantanée et action sur le long terme. Le Conseil européen a débattu de ces questions. Il a fixé une échéance qui est le mois de décembre pour en rediscuter sur base des actions qui seraient prises par la Turquie entre-temps. Ce délai a été fixé par le Conseil européen dans sa sagesse pour donner le temps de voir quelles sont les actions qui sont prises et s'il y a en quelque sorte une pattern, comme on dit en anglais, une séquence dans un sens ou dans un autre. Et donc nous allons revenir sur cette question au mois de décembre. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas d'action. Ça veut dire qu'on se donne le temps de l'observation, de l'analyse, et que le moment viendra d'en rediscuter au Conseil européen de décembre. Follow-up, Christian. Oui, parce que je suis très intrigué par j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concertation. Je suis remonté hier sur le Twitter de Charles Michel, et Charles Michel est très clair. Il dit, plutôt qu'un agenda positif, le président Erdogan a choisi la provocation, les actions unilatérales et les injures. C'est intolérable. Alors je voudrais savoir si M. Borrell et M. Michel,
qui sont les deux représentants pour les actions extérieures, se sont réunis, se sont concertés, consultent les États membres et s'il va y avoir des décisions. Les deux messages qui ont été envoyés et par Charles Michel et par Borrell disent « stop, ras-le-bol, ça va pas ». Alors, où est-ce qu'on en est? Merci. Mais je pense qu'on va seulement répéter que les conclusions du Conseil européen sont très claires. Les leaders des pays membres ont dit quelles sont nos expectations de la Turquie, quel est l'horaire, le guide, le calendrier de nos actions, les actions de Turquie. On va se réunir en décembre, au plus tard en décembre, pour faire une réévaluation sur ce qui se passait et que nous allons faire, quelles décisions et quelles actions nous allons prendre comme l'Union européenne. Donc, je pense que le haut représentant a répété cette position et cette direction de nos actions très clairement. C'est la même chose que le président du Conseil européen, Michel, fait. Pour nous, c'est clair qu'on attend le changement des actions et des déclarations des côtés de Turquie. Et nous avons le temps, à plus tard en décembre, se réunir comme l'Union européenne et décider ce que nous allons faire avec ça. Et entre aujourd'hui et entre le décembre, il y a beaucoup de contacts, beaucoup de consultations entre les leaders, entre le ministère des Affaires étrangères, pour voir si on va continuer et attendre le changement ou si on va prendre quelques actions déjà plus tôt. Merci. Franchement, Christian, je regarde le tweet du haut représentant, retweeté par la présidente de la Commission, avec en plus un message de soutien à la France. Je vois le message du président du Conseil européen. Toutes ces réactions sont intervenues très rapidement après les propos du président turc. Il me semble au contraire que cela montre qu'il y a une cohérence de vue par rapport à ces propos, et elle s'exprime avec des mots parfois légèrement différents, mais qui vont tous dans le même sens. De là à dire il faut qu'immédiatement il y ait des décisions, nous, ce que nous disons, c'est le Conseil européen a fixé un cadre afin de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour voir quelles sont les actions de la Turquie avant de revenir sur ce sujet. Ce cadre fixe une échéance au mois de décembre. Et c'est à ce moment-là, pour le moment, que les États membres décident de revenir sur la question. Donc nous nous plaçons dans cette perspective temporelle. Ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de volonté d'action ou une volonté d'inaction. Ça veut simplement dire que nous prenons le temps de regarder quelles sont les actions avant de revenir sur le sujet. Athanasios, on the same issue, I suppose. Yes, it's on the same issue, and since we're talking about the German mediation, is there a very specific reason why, since we have a German mediation, we don't have a simultaneous, let's say, fully fledged diplomatic effort from the High Representative? Why don't we speak about an HRVP mediating between Greece and Turkey to do whatever they have to do, and we refer to the German initiative? Obviously, well, for some, the German initiative doesn't work. So why isn't the HRVP not taken over? And I mean fully taken over as what is his role, to take over the mediation between the member states and Turkey? Thanks. Thank you, Athanasios. Well, the High Representative is actually engaged in fully fledged efforts to defuse the crisis. One of the visible proofs of it are his numerous contacts with not only the member states and the ministers of foreign affairs of the concerned member states, but also with the Turkish counterparts, with the counterparts from the region, with the counterparts internationally. And the nature of diplomacy is that it prefers to work in a silent ways, not with a big fanfare. So there are a lot of efforts that are going on. I can assure you that the efforts of High Representative are fully fledged, whether you call them mediation or positive diplomacy or outreach or whatever. But he is doing his job because he is acting on behalf of the EU27 in fields of the foreign policy, and he is consulting, he is reaching out, he is talking to all the stakeholders, to all the partners
who have something to say or something to do in this, both within the EU and internationally. So he is really intensively engaged in this. And as I said, regarding the German mediation, the reasons why it came about, how it's proceeding, what is it doing, that's best addressed to our German colleagues who would be happy to explain. But as I said, we are supporting this initiative, we are supporting all initiatives that can bring the solution, and the solution, as outlined by the EU, is the escalation and change of behavior on the Turkish side. Athanasios, you have a follow-up. I have a follow-up on this, and it's twofold. First of all, do you have any reason to believe that the Turkish side thinks that the positive agenda is not very stable, since it's dependent on the resolution of the Cyprus issue, which is an element that you cannot control? And secondly, the Turkish side says that Greece is the one who leaves the table of negotiations. They don't want to negotiate, and they find, let's say, hiccups not to be on the table. How do you comment on that? What do we know about this issue? Thanks. Thank you. Whether we have reason to believe, I think there is a reason to believe. Otherwise, the leaders of 27 member states would not put it as, if you want, an offer on Turkey. They have outlined in the conclusions from 1st October and reaffirmed later on during the last council or the most recent council what they expect from Turkey, what are we going to do in order to reach out to Turkey, and the reasons why we believe that we should engage positively is our relationship with Turkey as a country, with Turkey as a country that has people with whom we want to have links, and Turkey is a neighbor of the EU. Turkey is NATO, or Turkey is member of the NATO. Turkey is very important partner for the EU, and it has been in the last years. So this is the reason why we want to engage, because the positive engagement between the EU and Turkey can only bring benefits for people in Turkey and for people in the EU. Whereas the increased confrontation will bring nothing to anyone. No one will profit from more confrontation, and that's why the EU is committed to pursue, or was committed to pursue, and focus on the positive track, offering the possibilities where we can increase our cooperation, what we can do for Turkey in order to make sure that Turkey is not so unhappy as it claims to be with the EU, and that, of course, guarding all the principles and the policies we have. But that's the reason, because Turkey is an important partner for the EU. Our relationship is very, very complex, and for the sake of the links between Turkey and the EU, between our countries and our people, the EU 27 member states have said we want to also focus on this positive aspect, saying at the same time, if we don't succeed, then we will have to change our behavior and we will have to change our approach. But the preference has always been to go and to follow the positive path of dialogue and cooperation. Unfortunately, we see the reaction from the Turkey which doesn't go in this direction. And on the second thing, I can only repeat, on so many occasions already over the last few months, the EU has expressed full solidarity with its member states, be it Cyprus, be it Greece, be it France now. So there is full solidarity because we are the EU and these countries are part of the EU. And whoever is saying anything about our member states, we will always stand on the side of our member states. Thank you very much. Are there other questions on external affairs for us today? I see that David has his hand raised. David, go ahead. Thank you, Eric. Yes, I have a question on the broader geopolitical aspect of this question. There are two issues which have been raised. One is tolerance, freedom of speech, and the other is freedom of religion and mutual recognition. If the commission is a geopolitical commission and it should be acting in the dialogue of religious debate, what advances have been made during the period of the von Leyen Commission, and how do you expect to tackle some of the problems which exist at the moment? For example,
people being arrested in Pakistan for alleged remarks which they may not have made. There are massacres taking place in Nigeria of Christians. And as far as I know, there's some Arab countries, for example, Islamic countries, allow churches, but others do not. At the moment, we have the Americans making an initiative where some of the jihadi countries are now recognizing Israel. So if you want to move to a goal of tolerance and religious, tolerance of speech and religion, do you have a goal of seeing that synagogues and churches can be established across some of these Islamic countries? What, in other words, is the policy of the von Leyen Commission? Thank you, David. Thank you, David. When I was referring to the treaty and the Charter of Fundamental Rights, I was discussing the issues that had happened in Europe. This was the subject of the question that we were asked, and this was the sense of my answer. I think that, first of all, this is what we have to be focused on, making sure that in Europe we are in a position to exercise these rights fully, both ways, both in terms of freedom of religion, freedom of exercising your religion, freedom of faith, and freedom of expression. The other question that you raise with regard to our action vis-à-vis interreligious dialogue across the globe, quite frankly, I have no specific comments to make on that at this point in time. We believe that the European Union is an actor on the world stage in general in terms of promoting the values that I have mentioned just now. And we believe as well that it is also through concrete actions, for example, in the context of our fight against COVID and everything that we are doing when it comes to trying to make sure that there will be vaccines available for all countries across the globe, that we will promote the sort of values that we defend. And this is what I would leave it at today. I would like to pass the floor now to Anna, who I believe also has a question on external relations. Good afternoon. I appreciated the answer of Peter Stano on our discretion of diplomacy, but however, I would like to continue with diplomacy and geopolitics. And maybe it's a question to Nabila, because now to tomorrow, there will be continuation of talks between Egypt, Sudan, and Ethiopia on Renaissance Dam. And as we know, there are a lot of tensions, and there have been tensions for 2 months preceding this decision to continue talks tomorrow. My question is, what is the position of the European Commission within this very complex diplomatic situation of tensions? Because the crisis, unfortunately, is still unfolding between these three countries. Thank you. Indeed, a question for Nabila. Can you hear me? Yes, we can. Go ahead. Anna, thank you so much for your question, for asking your question. Indeed, I mean, as you know, over 250 million citizens of the Blue Nile Basin stand to benefit from a predictable agreement based on the negotiated arrangement for the failing of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. They are expecting investment in water security, irrigation, agricultural production, and electricity generation. An agreement on the filling of the GERD is within the reach of Ethiopia, Sudan, and Egypt. Now it is the time for action and not for increasing tensions. The efforts of South Africa, current chair of the African Union, as you know, to bring the parties to a negotiated solutions, have the full support of the European Union, which looks forward to the imminent resumption and successful conclusions of the talks. Thank you very much, Nabila. I pass the floor to Mas.
Mas, tu as la parole. Oui, merci Eric. Oui, ça concerne la Guinée et la situation post-électorale. Je sais bien que l'Union européenne n'a pas déployé une mission d'observation électorale de cette présidentielle parce qu'elle n'y a pas été invitée par les autorités guinéennes, je crois, tout simplement. Mais néanmoins, je pense que le haut représentant a dû avoir une certaine réaction par rapport au processus et par rapport aussi aux violences qui ont secoué le pays et qui continuent de secouer le pays après la proclamation des résultats qui sont évidemment provisoires, mais sous le tropique, le provisoire est généralement définitif. Voilà, je voulais savoir quelle est la réaction de M. Borrell. Merci. Merci. Une question pour Nabila de nouveau. Oui, bonjour Mas. Comme tu le sais, nous avons suivi avec attention le déroulement du scrutin du 18 octobre. Nous saluons à cet égard le travail mené sur le terrain par les missions d'observation de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et nous rappelons notre attachement à la retenue de tous en cette phase de dépouillement des bulletins de vote. Et nous suivons de près la situation comme tu l'as bien expliqué. Merci Nabila. Y a-t-il d'autres questions pour nous sur les affaires extérieures aujourd'hui? Christian, tu as levé la main de nouveau, donc je te passe la parole. Oui, juste savoir si vous avez une position, un commentaire sur la situation en Bélarus qui est aujourd'hui rentrée en période de grève générale. Merci. Peter. Oui, merci Christian. Bien sûr, nous continuons à suivre la situation au Bélarus. Et comme nous avons dit beaucoup de choses, nous sommes très concernés sur l'utilisation de violences contre les manifestants pacifiques, sur les actions générales des autorités bélarusses, parce qu'il n'y a pas de dialogue inclusif pour trouver la solution pour la crise dans le pays. Et sur les appels, sur les strikes, sur les démonstrations, donc c'est une chose que nous suivons très attentivement et nous voudrons seulement rappeler que le droit pour cette action industrielle, c'est un droit fondamental qui doit être respecté. Voilà. Strike voulant dire grève. Christian. Vous en êtes où de la deuxième vague de sanctions et de l'inscription du président Loukachenko et le membre de sa famille? Le travail continue dans le Conseil et on discute de la deuxième étape de ces sanctions. Donc on continue quand on trouve l'agrément sur la liste définitive, on va faire pour l'adoption et pour l'annoncement de cette adoption. Merci Peter. Are there other questions on foreign affairs for us today? I do not see any, so we'll close that chapter and I open the floor to other issues. And I see that Nikolai has raised his hand. Nikolai, go ahead. Hi, thank you. Nikolai Nielsen, EU Observer. I had a question concerning, can you hear me? We can hear you. Yes, go ahead, Nikolai. Footage of Frontex directly implicated in pushbacks off the Greek coast. So my question is, does the Commission intend to investigate Frontex on this issue? And have you asked for explanations from Frontex Chief Leggeri? Basically, what do you intend to do about it? Thank you. Thank you, Nikolai. Question for Adalbert. Thank you, Nikolai. We have indeed seen the report by Bellingcat and a number of other media, and we are taking this matter very seriously.
the Commission is deeply concerned about reports of pushbacks or other forms of non-compliance with EU law, including safeguards for protecting fundamental rights and the right to access to asylum. Commissioner Johansson has been in contact with the Executive Director of Frontex, Mr. Leggeri, and as confirmed on Twitter by the agency, Executive Director Leggeri has been in contact with the Greek authorities about incidents at sea, and the Greek authorities have launched an internal inquiry. The Commissioner has also raised the issue of respect of fundamental rights with the Greek Minister for Immigration and Asylum in the meeting last week on Thursday. We expect both the Greek authorities and Frontex to investigate any such reports thoroughly and ensure full compliance with EU law. And we remain in close contact with both the Greek authorities and with Frontex in relation to the required follow-up. Thank you very much. Let us see if there are other questions on this issue. Please only keep your hand raised if your question relates to this issue of Frontex. David. Oui, merci. Adalbert, vu que bon, c'est pas la première fois que ce type de pratiques sont dénoncées publiquement avec la complicité directe ou indirecte de Frontex, je voulais savoir que n'en est des enquêtes précédentes. Et deuxième question, est-ce que la commissaire ou la commission a encore confiance dans Fabrice Leggeri, qui a toujours une attitude assez peu attentive au respect des droits fondamentaux et des règles européennes quand, sur les questions des pushbacks et tout ça. Merci. Merci David. Comme je le rappelle souvent, c'est la responsabilité des États membres de mener des enquêtes sur des cas spécifiques. Et donc, c'est aux États membres qu'il faudrait adresser ta question par rapport au suivi de ces différentes enquêtes qui sont en cours. Du côté de la Commission, nous sommes évidemment là pour soutenir les efforts des autorités nationales, comme nous le faisons par exemple lorsque nous cofinançons des mécanismes de monitoring ou lorsque nous travaillons avec les agences pour que les agences puissent remplir leurs obligations légales dans ce domaine. Et c'est également le cas lorsqu'il s'agit de Frontex. Comme tu le sais, peut-être l'agence est en train de recruter actuellement 40 moniteurs de droits fondamentaux dont la tâche sera de garder un œil constant sur le respect par l'agence dans les activités opérationnelles des droits fondamentaux, ainsi que donner des conseils et de l'assistance dans ce domaine et contribuer à la promotion des droits fondamentaux en général dans le contexte de la gestion intégrée des frontières extérieures par l'Union européenne. Quant à ta question concernant le directeur exécutif de l'agence, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, à part le fait que, évidemment, nous avons confiance dans les différents officiers qui travaillent pour nos agences ou qui président ces agences. Et j'aimerais bien aussi attirer ton attention sur les obligations légales qui sont contenues dans la base juridique de Frontex concernant le respect des droits fondamentaux, concernant l'officier aux droits fondamentaux qui fait aussi partie des officiers importants à Frontex, ainsi que le mécanisme de plainte qui permet à Frontex de recevoir et agir sur des rapports ou des plaintes concernant toute violation de droits fondamentaux. Tout ceci constitue un système qui a pour but d'assurer justement le plein respect des droits fondamentaux et du droit de l'Union européenne dans le cadre de l'exercice des fonctions opérationnelles de Frontex. Merci. Y a-t-il d'autres questions pour Adalbert sur ce sujet ou sur d'autres sujets affaires intérieures? Je vois une main levée de Nicolas sur ces sujets. Je t'en prie, Nicolas. Oui, bonjour. Je comprends bien, Adalbert, que tu renvoies sur les États membres. Le problème, c'est que Frontex
est une agence de l'UE, dirigée par un fonctionnaire de l'UE, sous la responsabilité directe, hiérarchique de la Commission européenne qui assume toutes les responsabilités. Donc, je voulais savoir si vous avez diligenté, vous, de votre côté, une mission d'inspection sur Frontex, sans attendre celle des États membres, parce qu'il y a des faits relevant des gardes-côtes grecs, il y a des faits apparemment relevant de Frontex. La Grèce ne va pas enquêter sur les éléments de Frontex. Donc je voulais savoir ce premier point. Deuxièmement, je pense que je reflète à mon avis l'impression de l'ensemble de la salle de presse. On a un vrai problème d'information sur Frontex. Un vrai problème d'information. Frontex se réfugie à chaque fois derrière le secret de ses opérations pour préserver son fonctionnement. Je suis régulièrement les opérations maritimes. Sur l'opération tout aussi délicate de contrôle de l'embargo sur les armes menée par les militaires de UNAVFOR Med Irini, on arrive à avoir des précisions sur les navires engagés. En préservant le secret des opérations, après coup, on arrive à l'avoir. Sur Frontex, c'est jamais le cas. Ni les noms, ni la nationalité. D'ailleurs, Frontex a été défendre son secret et l'opacité de ses opérations devant la Cour de justice. C'est quelque chose qui est totalement anormal. Ce n'est pas un secret des opérations, c'est un secret de préservation de son pouvoir d'opération. Ce n'est pas du tout des choses qui tiennent au secret défense. C'est un abus du secret défense de la part de Frontex. Donc je voudrais savoir quand la Commission va remettre au pas Frontex pour qu'ils aient une politique d'information qui soit claire, nette, précise et qui tienne compte de tous les considérants, à la fois en matière d'information et à la fois en matière de conduite des opérations. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Frontex se place continuellement en barrière et en opposition avec les médias. Merci, merci Nicolas. Donc sur ta première question, peut-être une précision par rapport à la structure dans laquelle la structure juridique et les relations entre la Commission et l'agence. La Commission n'est pas hiérarchiquement supérieure à l'agence. L'agence fonctionne selon une base juridique propre, un règlement qui a été par ailleurs révisée de manière successive avec la dernière révision qui est entrée en vigueur en 2019. Et elle est directement responsable devant son conseil d'administration, où la Commission joue un rôle important, mais où la Commission n'est pas en mesure de diriger entièrement ou prendre la responsabilité de fonctionnement de ce conseil d'administration. Par contre, il est vrai qu'il y a des structures de gouvernance qui sont prévues dans le règlement Frontex pour assurer une bonne gestion de cette agence avec, entre autres, un cycle multiannuel de politique pour une gestion intégrée des frontières de l'Union européenne, la consultation du Parlement européen et du Conseil pour la programmation multiannuelle, des obligations de reporting par rapport vers les institutions européennes et un contrôle parlementaire également accru par à la fois le Parlement européen et par les parlements nationaux. Donc nous avons quand même des structures en place pour bien gérer cette agence. Ceci dit, la Commission n'est pas en mesure de diligenter une commission d'enquête. C'est bien la responsabilité de Frontex d'utiliser les différents mécanismes qui sont en place, qui sont mis en place par le règlement Frontex, afin de s'assurer du plein respect du droit de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la Commission continue évidemment à encourager Frontex, voire à exiger de la part de Frontex de le faire. Par rapport à ta deuxième question, ou plutôt ton commentaire sur la politique des médias ou la politique de transparence de l'agence, je peux peut-être rappeler que l'agence est soumise, comme les autres organes de l'Union européenne, au règlement 1049-2001 par rapport à l'accès public aux documents. Donc les questions de transparence sont bien régies par cette base juridique-là. Et quand il s'agit de l'accès à des données, des questions particulières
dans le cadre des opérations de Frontex ou de ces différentes activités, il incombe à l'agence d'évaluer la nécessité de donner l'accès public à l'information selon les contraintes opérationnelles qui sont propres aux différentes activités. Donc je ne peux que te renvoyer encore une fois au bureau de presse de Frontex qui, à ma connaissance, est très actif et réactif. Nicolas, tu as une question de suivi. Oui, donc ça veut dire que Frontex fait ce qu'elle veut, comme elle veut, avec un budget européen, et qu'il n'y a aucun contrôle de la part de la Commission européenne. C'est la première fois que je vois, je dirais, une structure européenne qui agit comme elle veut et sans aucun contrôle je suis désolé, de ces mandants qui sont les institutions européennes. Concernant l'information, je ne suis pas d'accord, je n'irai pas voir Frontex. Frontex a déjà agi devant la Cour de justice pour empêcher de donner ce type d'information, ce qui est totalement anormal. Même les forces spéciales, par exemple françaises ou américaines, qui communiquent rarement, communiquent sur leurs opérations. Frontex, jamais, c'est toujours de la pub, de la com. Je voudrais savoir, donc c'est une question que je pose à la Commission, je voudrais savoir quels sont les navires engagés, quelles sont leurs nationalités et quand ils ont été engagés. Je n'ai pas besoin de le savoir à l'heure près, j'ai besoin de le savoir. Je le sais de toutes les opérations européennes, pas de Frontex. Pourquoi Frontex échappe à cette règle? C'est un problème Frontex n'a pas appliqué le règlement comme il l'entend. Merci Nicolas. Donc, sur le premier volet de ta question, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la Commission n'a aucun contrôle ou aucune manière d'influer sur les actions de Frontex. J'ai précisé quel est le rôle de la Commission et ce rôle est défini par le règlement Frontex, qui est donc la base juridique qui fonde le fonctionnement de cette agence. Et la Commission a un rôle important, y compris par des contrôles budgétaires, par son rôle au Conseil de l'administration, par l'opinion positive de la Commission qui est requise pour approuver le document programmatique de l'agence et les stratégies essentielles, etc., etc. Et d'ailleurs, je me suis aussi référé au contrôle parlementaire par le Parlement européen, par les parlements nationaux. Donc il y a bien une structure de gouvernance. Ceci dit, la raison pour laquelle l'agence existe est précisément que la Commission n'a pas le même rôle opérationnel. Ce n'est pas donc la Commission qui agit, qui remplit le mandat de Frontex, mais c'est bien l'agence qui le fait, et c'est donc à l'agence de respecter le droit européen dans ce contexte et le rôle qui lui est conféré par le règlement Frontex. Par rapport aux questions spécifiques que tu poses sur les navires, si tu me le permets, je serai tout à fait disposé à entrer également en contact avec l'agence pour leur transmettre tes questions. Si tu ne souhaites pas te mettre en contact directement avec le service presse de Frontex, mais encore une fois, ce sera à l'agence d'évaluer les possibilités opérationnelles pour donner accès aux informations demandées. Merci beaucoup Adalbert. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet pour nous aujourd'hui? Je n'en vois pas et donc je demande s'il y a d'autres questions sur les questions affaires intérieures pour Adalbert. Ça n'est pas le cas non plus, donc merci et j'ouvre j'ouvre les débats à d'autres sujets. Griselda avait demandé la parole. Griselda. Merci beaucoup. Bonjour. J'aimerais savoir, Madame von der Leyen participe à cette réunion organisée par le gouvernement espagnol avec le président des régions autonomes en Espagne. J'aimerais beaucoup savoir si elle pourrait apporter plus ou moins une date pour l'arrivée des fonds, étant donné les problèmes des négociations entre le Conseil et le Parlement, et un peu quel est son message. Merci. Merci beaucoup pour cette question, Griselda. Effectivement, la présidente participait ce matin, je ne sais pas si la réunion est encore en cours à l'heure où nous parlons ou non, à
à la conférence des présidents de régions autonomes, municipalités espagnoles avec le Premier ministre. Son message était un message clair et simple, et il portait sur le partenariat qui doit exister entre l'Union européenne et les autorités nationales, régionales et locales pour faire de Next Generation EU, pour faire de la relance économique que nous sommes en train de mettre en place un succès. Car il est évident que pour que ce programme puisse livrer les résultats escomptés, il faut que les autorités des pays membres, en fonction de leur organisation territoriale, et on sait à quel point en Espagne le rôle des régions est important, notamment en ce qui concerne l'économie, il faut que ces autorités s'approprient le programme, développent des projets qui correspondent tant aux problématiques spécifiques des États membres qu'aux priorités qui sont fixées au niveau européen. Et c'est là-dessus que portait son discours. Quant au calendrier en ce qui concerne les fonds, je crois que c'est une question qui a été débattue ici en salle de presse de nombreuses fois. Tu sais quelles sont toutes les étapes et Martha pourra te les repréciser si nécessaire avant que les fonds ne puissent être mis à disposition des États membres. Donc ça n'est pas quelque chose qui est au cœur du message que la présidente va livrer aux autorités espagnoles, même si, bien entendu, c'est une information qui est importante pour tout le monde afin de savoir quand commencer à mettre en œuvre les plans. Mais comme tu le sais, nous travaillons d'arrache-pied pour que les fonds soient disponibles le plus rapidement possible. Il y a, cela dit, un certain nombre de préalables à franchir avant de pouvoir faire des paiements, des versements de fonds aux États. Je vois que ta main est encore levée. Tu as une question de follow-up? Question de suivi? Oui, merci, excuse-moi. Mais puisqu'elle est en Espagne en train de parler de ça, est-ce que tu pourrais me dire si elle est inquiète par cette possibilité de que les fonds ne soient pas disponibles l'année prochaine, au commencement de l'année, comme il était prévu? Merci. Une petite précision, c'est une réunion qui a lieu par vidéoconférence, donc la présidente est ici au Berlement. La présidente est concentrée sur le fait de tout faire pour qu'il y ait un accord entre le Conseil et le Parlement, tant sur le cadre financier pluriannuel que sur Next Generation EU, et sur le fait que ensuite les différentes étapes procédurales qui doivent être mises en œuvre soient effectuées pour que l'on puisse faire les versements le plus rapidement possible. Bien entendu, elle n'est pas elle-même maître du calendrier entièrement. Il y a des négociations. Ces négociations doivent se conclure positivement et elle appelle régulièrement les différents partenaires à le faire. Et elle-même, comme tu le sais, a déjà eu un certain nombre de réunions avec le Conseil, la présidente tournante du Conseil, le Parlement européen, parfois aussi en présence de Charles Michel, afin d'essayer de faire avancer ce dossier. Voilà, y a-t-il des questions sur ce sujet? Je vous demanderai de garder la main levée que si c'est sur cette question du plan de relance. Je vois que Hans a une question sur ce sujet. Hans, you have the floor. Ou tu as la parole. Yes, thank you, Eric. Well, it's related to the recovery fund, the budget, more also general, the discussions in the council. I mean, the German presidency of the Council of EU said that meetings will be reduced to an absolute minimum of necessary meetings. Well, budget talks are amongst them, but more in general, how concerned is the Commission about potential delays to both budget and recovery fund, as well as other programs or initiatives like the new Migration and Asylum Pact, for example, that may not go forward as planned because just there are all these limitations now due to the coronavirus. Thank you. Hans, what can I say? I think that every public institution in Europe is trying to adapt as best it can to the situation. It is clear that public authorities
private companies, citizens, everybody has to try to cope. It's clear that the crisis is not making things easy. And yes, we have a very heavy agenda to deal with, and the situation as it is today does not help. I think that is completely obvious to absolutely everyone, and we have no further comment to make than to thank the German presidency for its efforts to keep the machine going, and hope that despite the constraints that at the moment lie on everyone, we can find successful conclusions to the different discussions. Okay, are there other questions on the issue of the recovery plan? David. Oui, deux questions, si je peux, Eric. La première, c'est toujours à propos de l'Espagne. On a lu l'interview de la ministre des Affaires étrangères au Financial Times, où elle a dit, dans la substance, nous, on va s'endetter, commencer à dépenser l'argent du Recovery Fund, du fonds de la reprise, et après, on va recevoir l'argent de Bruxelles. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas un accord, disons, sur les investissements et les réformes que l'Espagne doit faire pose un problème dans ce schéma que la ministre a illustré au Financial Times. Et la deuxième question, c'est sur le budget 2021, parce qu'il n'y a pas apparemment le temps pour l'adopter, vu qu'il n'y a pas d'accord sur MFF. En plus, il y aura toujours moins de réunions physiques. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas un budget adopté avant le 31 décembre? Merci. Merci. Sur ta première question, je passe la parole à Marta. Eric, merci David. La connexion n'était pas très bonne, donc je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris ta première question. Mais ce que je peux dire en ce moment sur la question des prêts, potentiels prêts que les pays des États membres de l'Union européenne pourraient demander dans le cadre de la facilité de la reprise et de la résilience, c'est que c'est donc une possibilité qui s'offre à eux jusqu'à l'année 2023. Donc les pays peuvent décider l'année prochaine, mais aussi d'ici 2023, s'ils souhaitent accéder aux prêts qui sont possibles donc sous cette facilité. Encore une fois, ces prêts doivent être justifiés par des réformes et des investissements d'une plus grande ampleur que ceux qui vont être financés par les grants, donc les subventions, merci. Et donc, pour l'instant, voilà, il est encore trop tôt pour connaître le nombre d'États membres qui seraient intéressés potentiellement par ces prêts. En ce qui concerne ta deuxième question, bien sûr, c'est une question qui est très spéculative. Tu as dit toi-même, qu'est-ce qui se passe si le budget n'est pas adopté? Donc pour l'instant, je ne ferai pas de commentaire à ce sujet. Merci. Merci. David, tu as une question de suivi. Question de suivi, si je peux. Premièrement, je parlais des subventions, parce que la ministre des Affaires étrangères espagnole a dit que le gouvernement espagnol veut dépenser l'argent du Recovery Fund à partir du 1er janvier avec un système pour lequel l'Espagne s'endette et après elle va être remboursée par le Recovery Fund. Et je me demandais si cela est possible vu qu'il n'y a pas un accord entre Madrid et Bruxelles sur les réformes et les investissements à faire pour obtenir les subventions. Deuxième question, la question n'est pas spéculative, il manque 2 mois à la fin de l'année, et je voudrais savoir juridiquement, si tu veux tu m'envoies un SMS avec le site où je peux regarder, comment ça marche s'il n'y a pas de budget. Merci. Peut-être sur ta deuxième question, David, pour commencer, il y a des procédures qui sont complètement publiques et bien connues au cas où un budget n'est pas adopté en temps et en heure. Parce que bien entendu, toute
tout organisme qui, comme nous, gère un budget doit prévoir le cas de non-approbation du budget en temps et en heure. Et donc il y a, et c'est le cas aussi pour les institutions européennes, des procédures. Et effectivement, on pourra te les détailler si tu le souhaites, parce qu'elles sont complètement mécaniques et liées aux mesures d'urgence qu'il faut pouvoir prendre pour pouvoir engranger les dépenses absolument obligatoires, quoi qu'il arrive. Mais politiquement, nous sommes sur un scénario qui est celui d'obtenir un accord sur le cadre financier pluriannuel, sur Next Generation EU, sur la décision des ressources propres qui permettent au plan d'entrer en application dès le début de l'année prochaine. Sur l'autre question, on n'est toujours pas tout à fait certain de comprendre parce que rien n'empêche, je pense, l'Espagne, qui est un État souverain, de commencer de lever des fonds sur le marché dans l'attente de recevoir ensuite des subventions de la part de l'Union européenne. Et je ne pense pas qu'il y ait dans nos projets sur ces sujets de quelconque limitation en ce sens. Mais peut-être que, Martha, tu peux rajouter quelque chose ? Non, effectivement, c'est bien le cas. Bien sûr, afin que l'Espagne, comme tout autre pays, puisse bénéficier des fonds de la facilité de relance et de résilience, il faut que l'Espagne présente donc un plan de relance à la Commission, qui sera ensuite discuté avec la Commission et sera approuvé l'année prochaine, une fois que la base légale entrera en vigueur. Et donc sur cette base, la Commission pourra débourser les fonds à la fois sous forme de subventions ou de prêts, le cas échéant, si l'Espagne en fait la demande. Merci. Restons sur ce sujet. Christian, tu as levé la main. Une question sur ce sujet, donc. Oui, j'aimerais comprendre. En fait, on espérait qu'effectivement la reprise économique commence dès septembre. Manifestement, maintenant, on se rend compte qu'elle va être beaucoup bien retardée. Je voudrais savoir si vous êtes en train de travailler sur des mesures pour aider les États membres qui vont se retrouver dans une situation assez difficile. Est-ce que vous envisagez de nouvelles dispositions financières? Est-ce que vous envisagez une certaine souplesse dans les plans nationaux qui doivent être complétés par le plan de relance qui vous ont été soumis? Je crois que vous en avez une quinzaine, ou sinon plus. Il y a des règles sur le numérique, sur l'investissement. Est-ce qu'on peut effectivement voir un peu de souplesse là-dessus? Est-ce que le régime d'aide d'État va être toujours prolongé dans sa souplesse? Enfin, voilà, c'est un petit peu ma question, c'est savoir, est-ce que vous êtes prêt à aider financièrement les États membres qui en auraient besoin? Et ma deuxième question, où est-ce qu'on en est du MES et où est-ce qu'on en est de l'instrument de la BEI? Si j'ai bien pu comprendre, le premier est bloqué par l'Italie, le deuxième pour des raisons techniques, et ce qui fait qu'il y a énormément d'argent qui est prêt et qui est bloqué et qu'on ne peut pas disposer. Donc si vous avez une réponse, merci. Martha. Oui, merci beaucoup Christian pour tes nombreuses questions. Donc effectivement, comme tu le sais, nous sommes en train de suivre l'évolution des économies de très près. Tu sauras également que nous sommes très bientôt prêts à publier nos nouvelles projections économiques. Tu peux t'y attendre au début du mois de novembre et le 5 novembre plus précisément. Et c'est donc à ce moment-là qu'on aura une analyse plus détaillée et approfondie de l'évolution des économies européennes au vu des derniers événements. En ce qui concerne donc les mesures pour réagir face à cette crise, comme tu le sais, la Commission a présenté de nombreuses mesures ces derniers mois afin de répondre rapidement et de manière très forte et de manière coordonnée à la crise économique due au coronavirus. Il est clair que la priorité est de protéger donc
des citoyens en priorité qui se retrouvent face à cette crise. Et notamment, on l'a, comme annoncé au début de ce midday briefing, l'instrument SURE est un des instruments principaux que la Commission a proposé pour répondre à cette crise. Et effectivement, 87,9 milliards vont être déboursés aux 17 États membres suite à l'approbation par le Conseil des propositions faites par la Commission récemment. C'est effectivement un des 3 éléments de réponse à la crise qui ont été approuvés par le Conseil au mois de mars dernier. Tu as mentionné les 2 autres qui sont l'instrument de l'USM et l'instrument de la BEI. En ce qui concerne l'instrument du ISM, c'est un instrument qui est pleinement opérationnel après être activé. Il appartient maintenant aux États membres de décider, des États membres de la zone euro, pardon, je précise, s'ils veulent effectivement y avoir recours. Donc cet instrument est en effet prêt. En ce qui concerne la BEI, si je comprends bien, c'est aussi un instrument qui est prêt à être déployé. Après, pour d'autres questions plus spécifiques sur son état d'activité, je te conseille également aussi de consulter la BEI. Et donc tout ça montre effectivement que nous continuons à soutenir les États membres. Comme tu le sais également, nos décisions, nous avons effectivement également précisé aux États membres que le soutien donc fiscal devrait continuer également en 2021. Et c'est sur cette base que nous allons également analyser les projets de budget qui nous ont été soumis au 15 octobre, comme a été précisé dans la législation. Et en plus, effectivement, notre framework temporaire sur les aides d'État a également été prolongé récemment. Donc, comme tu le vois, on a mis en place une longue série de mesures économiques pour faire face à cette crise. Et donc, nous restons bien sûr en contact avec les États membres à ce sujet sur leur implémentation. Merci. Je passe la parole à Ariana, malgré tout, brièvement sur le cadre temporaire d'aide d'État. Oui, bonjour. Donc, comme Martha vient de dire, le 13 octobre, on a prolongé l'encadrement temporaire qui devait initialement terminer le 31 décembre 2020, à l'exception de les mesures de récapitalisation qui pouvaient être accordées jusqu'à 30 juin 2021. Maintenant, avec la modification de le 13 octobre, la période supplémentaire de 6 mois a été accordée. Donc, toutes les mesures ont été prolongées jusqu'au 30 juin 2021, à l'exception de mesures de récapitalisation qui ont été prolongées pour 3 mois jusqu'au 30 septembre 2021. Ça que je peux dire aussi, c'est qu'avant le 30 juin 2021, la Commission réexaminera s'il y a encore besoin de prolonger ou adapter l'encadrement temporaire des aides d'État. Merci beaucoup, Ariana. Y a-t-il d'autres questions pour nous sur ce sujet aujourd'hui? Je n'en vois pas. J'ouvre les débats à d'autres sujets. Mais il ne semble plus y avoir d'appétit pour d'autres sujets aujourd'hui. Peut-être est-ce une question d'appétit pour le déjeuner. Alors, permettez-moi de vous souhaiter un bon appétit. Ah, j'ai parlé trop tôt, Christian. Tu me fais mentir. Christian. Oui, je voudrais savoir si Mme von der Leyen va rencontrer M. Barnier pour un petit point sur ses entretiens et ses négociations à Londres. Oh, Christian, voyons, tu sais bien que la présidente de la Commission parle de manière constante avec Michel Barnier sur ce sujet. Il n'y a pas besoin de fixer de réunion à son agenda pour ce faire. Elle est constamment en contact avec le négociateur en chef pour voir quel est l'état de la situation sur les discussions avec le Royaume-Uni. Pardon, Lorenzo, j'ai failli ne pas te passer la parole. Je t'en prie. Il faut que tu la prennes. Voilà. Après... Tu peux recommencer parce que nous n'avons pas entendu le début de ta question. Oui.
Alors, je voulais simplement demander si la Commission a l'intention d'organiser un briefing technique dont on aurait vraiment besoin concernant les négociations sur la PAC, parce que le Conseil a adopté sa position de négociation, le Parlement aussi vendredi, et après 2000 amendements qui ont été votés, et on a vraiment besoin d'éclaircissement de la part de la Commission particulière pour comprendre exactement où on est dans cette négociation. Est-ce que vous pensez organiser un briefing technique sur ça dans les modalités, avec les modalités qu'on connaît? Merci Lorenzo. Écoute, je prends note de ta demande et nous reviendrons vers toi et vers vous en général le moment venu pour l'organisation éventuellement d'un briefing technique. Je ne peux pas te donner de réponse maintenant, il faut bien choisir le moment pour ce faire, mais je prends bonne note de ta suggestion très utile. Y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui? Lorenzo. Oui, je voulais demander exactement sur la PAC. Il y a eu beaucoup de critiques de la part des ONG environnementalistes pour ce qui concerne les amendements qui ont été demandés par le Parlement et aussi la position du Conseil. Et les critiques sont très très fortes à l'égard de la proposition de la Commission aussi, parce qu'il s'agit de propositions qui ne tiennent pas compte, qui n'a pas pu tenir compte du Green Deal, de la stratégie Farm to Fork, de la stratégie sur la biodiversité. C'est clair qu'une proposition présentée par le commissaire Hogan en 2018 ne pouvait pas prévoir et intégrer les objectifs de ces stratégies. Et tous les amendements qui ont été votés au Parlement européen qui demandaient d'intégrer ces objectifs ont été rejetés. Donc, il y a maintenant des demandes aussi des ONG pour que la Commission retire sa proposition pour la rendre compatible avec la stratégie du Green Deal et Farm to Fork et biodiversité. Et je me demande si ce n'est pas un problème, effectivement, pour la Commission de continuer les négociations avec un texte qui carrément est obsolète par rapport à tout ce qui s'est passé après. C'est un texte de la commission précédente. Il n'y avait pas le Green Deal, il n'y avait pas le changement de paradigme de l'économie qu'on a aujourd'hui avec le Green Deal. Les objectifs étaient complètement différents. Est-ce que la Commission est confortable avec ce vieux texte, ce texte obsolète pour les négociations qui commencent maintenant dans le trilogue? Merci. Merci. Je vais passer la parole à Viviane, mais tu viens de le dire toi-même, il y a quand même eu une position générale du Conseil qui a été adoptée et une position du Parlement qui a été adoptée, qui va permettre justement le lancement de discussions au trilogue. Et donc dire que le texte est obsolète et ne peut pas être la base d'une négociation ne me semble pas correspondre à la réalité institutionnelle dans laquelle nous sommes. Mais je passe la parole à Viviane. Merci beaucoup, Eric. Merci, Lorenzo, pour cette question. Effectivement, pour la Commission, nous soutenons que la PAC future inclura des conditions d'ambition sur le domaine du climat et environnement fortes et sérieuses. Et c'est pour ça que, de notre côté, nous envisageons de travailler avec le Conseil et le Parlement européen pour faire sorte que dans la PAC finalement agréé dans le futur, ça prendra compte nos priorités dans l'accord vert, ceci concernant autant la stratégie sur la biodiversité que sur la Farm to Fork. Maintenant, nous sommes dans la position où, de la part de la Commission européenne, nous insistons sur cette ambition haute en ce qui concerne l'environnement et nous allons travailler avec le Conseil et le Parlement pour faire sorte que le PAC
fera aussi sa part en adressant les défis climatiques et environnementaux. Je voudrais aussi faire ici la référence aux positions qui a été prise ce week-end par le vice-président Timmermans, qui a souligné aussi dans ses positions que dans les négociations, la Commission va travailler sur « will work to ensure that European Green Deal priorities are reflected ». Et en soulignant que pour la Commission, c'est très important de trouver cette balance entre notre travail sur l'accord vert et la PAC. Merci. Merci Viviane. Il est déjà quasiment 1h30, donc ça fait 1h30 que nous sommes ici. Vous savez que nous avons normalement un accord pour que nous limitions à peu près à 1 heure le rendez-vous de midi. Donc je vais prendre une dernière question aujourd'hui de la part de Christian. Christian, je te repasse la parole. Merci. Écoute, je profite que vous soyez ouvert parce qu'il y a je vous demande une réaction. Le président Erdogan vient d'appeler au boycott des produits français. Ça vient de tomber et donc je voudrais savoir si vous considérez que ça s'inscrit toujours dans la désescalade et si ça vous donne une première réaction. Merci. Christian, je m'excuse, mais je n'ai pas cette information. Nous allons la vérifier et nous réagirons le moment venu. Merci beaucoup. Voilà. Je clôture donc le rendez-vous de midi pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci beaucoup.